majorité n'est pas kanak, eh bien, qui décide finalement? C'est les maires qui ne veulent pas la réforme foncière. C'est eux qui ont un pouvoir de décider. Il suffit qu'ils mettent un avis défavorable à l'attribution d'un... La DRAF a fait tout le dossier, présente le dossier. Il suffit qu'ils émettent un avis favorable, le dossier ne passe pas. Ou quand le dossier passe, il arrive au comité provincial. Je parle pour le Sud, hein. Pour le Nord, c'est peut-être un peu différent, je ne sais pas. Mais pour le Sud, c'est comme ça se passe. Quand ça remonte à la comité provincial, eh bien, le comité provincial, le filtre se fait et il n'y a pas de terre. Les terres ne sont pas données. Ce qui fait que le résultat de la réforme foncière sur la côte ouest, dans la partie sud, c'est dramatiquement minime par rapport à ce qui s'est fait dans le nord. Les clans du nord ont récupéré pas mal de terres, mais dans le sud, on a récupéré le strict minimum, là où ils ne pouvaient pas faire autrement. Et quand on a récupéré des terres, ils sont 30% seulement exploitables. Les 70%, c'est sur les pentes, etc. Donc, vous voyez bien, quand on parle de gouvernance et de légitimité coutumière, ben, la légitimité coutumière des chefferies doit s'exprimer dans les mécanismes concernant les projets de développement. Et là, on fait appel au principe du consentement préalable et éclairé défini par l'ONU. Là aussi, on positionne les zones d'influence coutumière. La zone d'influence coutumière sur la côte oubliée, là-bas, les deux districts, Ounia et Borandi, ils ont décidé quoi? Ils ont décidé que, quel que soit ce que dit la loi, moratoire. Il n'y a pas de mine pendant 10 ans. Ils ont joué sur quoi? Ils ont fait appel à ce droit-là. Nous, on a toujours, c'est nos terres, on est les descendants. Ces terres ont toujours été occupées par les Kanaks, vous ne ferez pas les mines, vous n'ouvrirez pas les mines. En tout cas, pas sans notre consentement. Et donc voilà, c'est ces principes. Le principe du consentement préalable éclairé, il a progressé. Il a progressé notamment sur les mines. Plus aucune mine aujourd'hui ne peut s'ouvrir comme ça. Maintenant, ils utilisent des stratégies de division pour opposer les entrepreneurs kanaks, les rouleurs ou les entrepreneurs aux autorités coutumières ou pour diviser les populations entre eux, les chefs par rapport aux jeunes, etc. Ce qu'on voit sur Wailou. C'est des stratégies qui existent aujourd'hui. Mais ce principe a évolué, ça va évoluer avec la loi, ça a évolué avec le travail des chefferies sur le terrain. Donc, je voulais insister là-dessus. Donc, troisième chose que je voulais dire en ce qui concerne les principes, c'est le système des valeurs. Donc, le Sénat a fait des propositions, comme on le sait, je ne vais pas insister là-dessus, mais l'idée c'est de dire, on distingue les deux systèmes des valeurs. Et il faut insister sur la nature des deux systèmes de valeurs. Le système des valeurs occidentales, les droits de l'homme, c'est l'individu. On privilégie l'individu. Et c'est l'individu qui est roi. À la limite, tout est fait pour protéger l'individu, pour garantir sa propriété privée, pour le garantir. C'est bien. Les Kanaks se sont habitués à ça. Et les Kanaks, depuis, ils se sont habitués aussi à dire on va préserver nos droits. Il faut garantir nos droits. Les droits collectifs, les droits des clans, les droits des chefs. Et donc, c'est ce qui s'est fait aussi. Donc, il y a une forme de cohabitation, sauf que quand on regarde le discours officiel, on ne parle pas de la nature des droits, on parle des valeurs. Et on fait comme si les valeurs sont la même chose. Non, c'est deux approches différentes du système des valeurs. Il y a l'approche individualiste avec laquelle le Kanak a cohabité, et puis il y a l'approche de type collectif, hein, c'est l'intérêt collectif, c'est les droits collectifs que portent les Kanaks. Donc ces deux systèmes de valeurs sont pas contradictoires. Sur certains points, à un moment donné, ils peuvent être contradictoires. Donc, il y a eu par exemple l'atelier des mamans là, sur droit et démocratie. C'est ça que ça veut dire. La discussion doit se clarifier parce que, voilà, les droits individuels, oui, mais comment faire en sorte que les droits individuels ne remettent pas en cause les droits collectifs ou une logique coutumière, voilà, c'est tout l'enjeu des discussions. Je donne cet exemple. Après, on le voit d'autres exemples à travers ce qui se passe dans les tribunaux et tout ça. Sur le système des valeurs,
les exemples sont là, mais c'est intéressant d'apprécier sous ces deux angles-là à chaque fois les décisions du tribunal. Comment le tribunal donne raison à des droits individuels, et puis comment il donne raison, parce que le tribunal avec un cesseur coutumier, il arrive à faire les deux maintenant. Voilà, comment il donne raison à des systèmes de droit collectifs. Alors, deuxième point que je vais aborder, là, voilà pour les principes. Sur le schéma institutionnel, j'ai envie de dire un mot d'abord sur les compétences et les principes d'organisation. Il faut aborder les compétences un peu à la lumière de ce que je viens de dire, c'est-à-dire avec les deux approches. Aujourd'hui, la seule approche qui existe, c'est l'approche républicaine. Mais cette approche que j'appelle assimilationniste, c'est-à-dire on assimile le monde kanak à rien du tout. Et il faut qu'il suive le modèle dominant. Donc, il faut qu'on remette en cause cette approche-là, et puis qu'on dise, ce que j'ai évoqué tout à l'heure concernant les chefferies, eh bien, il y a des compétences qu'il faut revoir. Il faut voir comment on répartit les compétences, et comment on tient compte de la légitimité coutumière, comme on dit dans la gouvernance. Voilà. Alors, toujours sur les compétences, en ce qui concerne le droit privé, parce qu'on va distinguer le droit public coutumier et le droit privé coutumier. Le droit privé coutumier, c'est ce qui relève des successions, c'est ce qui relève du statut de la personne, c'est ce qui relève des mariages, des décès. Ça, c'est ce qu'on appelle le statut civil coutumier. Et ce statut-là, il est par définition privé, c'est-à-dire ça renvoie à l'individu dans sa famille, dans son clan. Là, le mécanisme introduit par la loi sur l'acte coutumier a commencé à, on va dire, à redresser un peu les choses. Parce qu'avant, ça partait dans tous les sens. Donc maintenant, tout le monde savent qu'il faut passer par l'acte coutumier. L'acte coutumier, voilà comment ça se passe. Seulement, maintenant, le Sénat, par exemple, a proposé une loi pour revoir les modalités, pour demander un bilan des actes coutumiers depuis que ça a été mis en place, et puis pour revoir aussi les modalités prévues par l'acte coutumier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont remontées de la part des clans et des chefs. Donc voilà, j'ai fait la distinction entre droit civil et droit public. Alors le droit public, c'est l'ordre public. Le droit public, c'est la gestion des conflits. Le droit public, c'est la gestion de tout ce qui se passe sur les terres coutumières. Cette gestion-là, elle peut être conduite en bon partenariat avec les communes, je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais il faut un cadre, il faut une convention, il faut un cadre, il faut une loi pour garantir qu'il y ait une collaboration sur la gestion d'un même territoire. Comme les communes recouvrent les territoires des districts. Donc il faut, si on ne veut pas de système séparé, il faut une loi pour encadrer la répartition des compétences. Voilà ce que je voulais... Alors il faut bien se rendre compte que le principe qui nous dicte, nous, c'est le droit, il part d'en bas. Le droit coutumier, il est en bas. Après, avec le système de la modernité, de la République, le droit, le système institutionnel, il prend un premier étage. Ça a été le Conseil coutumier. Il prend un deuxième étage, c'est le Sénat. Voilà la construction du modèle aujourd'hui. Alors le Sénat, comme les conseils coutumiers, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, leur champ d'intervention, c'est les institutions. Moi, je crois que j'ai développé tout ça rapidement, mais le troisième chose que je voulais développer dans cette partie maintenant, c'est les institutions et autorités coutumières. Parce que j'ai parlé des chefferies, des clans. Les chefferies, les clans, il faut les structurer. Il faut arrêter de dire que c'est la coutume, ça reste là-bas. Parce que cette vision-là, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la vision qui dit, c'est une vision que nous avons héritée.
mais on a tendance à considérer tout ce qui relève de la coutume comme quelque chose qui doit être traité là-bas. Et nous-mêmes, on véhicule cette image. Mais là-bas, qu'est-ce qui se traite? Il se traite des affaires privées, ce que j'appelle le droit civil privé, coutumier privé, enfin privé clanique, parce que c'est les clans qui gèrent ça. Et ce qui se passe aussi là-bas sur les terres coutumières, c'est l'ordre public coutumier. L'ordre public coutumier, ça relève des clans, bien sûr, mais à la tête des clans, c'est les chefferies. C'est pour ça que c'est important de structurer. Parce que si tu ne structures pas ça, il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère. On sort de la tribu, on fait nos mariages, etc. Après, on va à la ville. Banco, tout est libre. Il n'y a pas de repère. Et pour les populations, ben, on se rend compte que les populations kanaks, malgré le fait qu'il y a cette vision un peu qui tend à considérer ce qui est kanak comme secondaire, et bien les Kanaks, c'est eux qui redressent la barre et qui restructurent les chefferies aujourd'hui. Il y a un travail que le Sénat a fait avec les conseils coutumiers. Le montant, il est là, il faut restructurer. Mais il faut bien se rendre compte que si on ne structure pas nos chefferies, alors il y a des pots, on va casser des œufs, c'est obligé. Si on n'arrive pas à nommer un chef, il faut trouver une solution, mais on a besoin de la structure coutumière. C'est cette légitimité-là pour porter, c'est quoi? La gestion des affaires publiques, qui existe aussi sur terre coutumière. Si on ne le fait pas, ben on reproduit ce que j'appelle la vision ségrégationniste un peu. C'est ce qu'on a hérité de la colonisation. C'est simple, en 2 mots, je vais dire quelque chose comme ça. Au moment de la colonisation, au moment du régime de l'indigénat, on avait l'habitude de dire, les vieux ont intégré ça, la coutume c'est là. Quand tu sors de là, tu es avec... mais avant, tu ne pouvais pas sortir. Donc la coutume c'est là. Et puis la modernité c'est là. Le développement c'est là. C'est ce qui nous ressort de 100 ans de régime de l'indigénat. Eh bien, j'ai envie de dire, on a continué à véhiculer ça. Alors, c'est pas il y a les autres, le système n'a rien fait pour changer, mais nous, on a continué à véhiculer ça. Et après 45, 46, on est sorti des réserves, mais la première étape, c'est les jeunes, tous nos vieux, là, tous nos papas sont partis travailler, ils reviennent à la tribu. Donc, on a continué à cultiver ce dualisme dans les territoires. On va à la ville, on va chez le blanc, on va travailler chez le colon, on va travailler chez la mine, après on revient là-dessus. On a continué après. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, une des raisons pourquoi on n'arrive pas à faire voter des lois du pays, parce que la plupart ils considèrent, Kanak, l'identité Kanak, parce que la plupart considèrent que les affaires là, c'est des affaires de là-bas. Je vous cache, je vais dans le même sens en disant, je vais vous donner un exemple. Les élus, en général, considèrent que les vieux ici n'ont pas à tenir des réunions ici. Ils sont sénateurs, mais ils doivent travailler dans la chefferie ou dans leurs aires coutumières. Voilà la vision ou la conception qu'ont les élus aujourd'hui, qu'ont la plupart des élus aujourd'hui. Je dis la plupart des élus. Parce que c'est bien là pourquoi on n'arrive pas à... Parce qu'on a tendance à considérer que tout ce qui vient d'ici, ça ne doit pas sortir. Vous êtes en dehors de vos compétences, président. Alors que la loi ne dit pas ça. La loi ne dit pas ça. Si ce que fait le Sénat était anti-constitutionnel, par exemple, ben, le Sénat ne ferait pas tout ce qu'elle a fait jusqu'ici. On ne serait pas là en train de discuter. Non, ça fait partie des compétences du Sénat. Alors, les compétences sont floues. Le Sénat joue là-dessus aussi. Le Sénat saisit qui il veut d'une question qui touche à l'identité. C'est là dans la loi. Le Sénat donne des avis, c'est dans la loi. Après, le Sénat, tout ce qui concerne l'identité kanake, le Sénat organise. Parce que le Sénat considère que c'est sa compétence. Voilà. Et donc, cette histoire, moi j'appelle ça le traumatisme de la colonisation. Mais les effets sont toujours là. Les effets sont toujours là.